C'est parti! Place à l'exploration. Numéro 10. Les magnétars. Le 27 août 1998, un signal de rayons gamma a traversé le système solaire et a ionisé la haute atmosphère terrestre en quelques secondes. La source était SGR 1900+14, un objet situé à environ 20 000 années-lumière de notre planète. Ce qu'il a libéré ce jour-là était si puissant, si singulier, que les physiciens ont dû réévaluer les limites de ce que la matière peut endurer. Avant cette découverte, les étoiles à neutrons étaient déjà considérées comme les objets les plus denses de l'univers observable. Les astronomes savaient qu'elles condensaient environ 1,4 fois la masse du Soleil dans une sphère d'à peine 20 km de diamètre. Ces objets étaient extraordinaires, mais ils étaient compris, modélisés, intégrés dans le cadre de la physique nucléaire standard. Les magnétars sont autre chose. Leur champ magnétique atteint environ 10 puissance 15 Gauss, soit 1000 milliards de fois celui de la Terre. Ce chiffre défie toute intuition. Rien dans les équations standards de formation stellaire ne prévoyait qu'un tel objet pouvait exister, et pourtant les observations de 1998 l'ont confirmé sans ambiguïté. Robert Duncan et Christopher Thompson avaient théorisé leur existence en 1992, mais voir leurs prédictions se réaliser avec une telle violence a laissé la communauté scientifique stupéfaite. Ce qui trouble le plus les astrophysiciens, c'est la durée de vie active d'un magnétar, environ 10 000 ans seulement. Dans l'échelle du cosmos, c'est un battement de cils. Cela signifie que ces objets sont rares à observer, non pas parce qu'ils sont absents, mais parce que leur existence active est éphémère. Ils naissent, rugissent, puis se taisent. Un magnétar situé à 1000 années-lumière de la Terre suffirait à détruire l'atmosphère planétaire. Il en existe une douzaine d'actifs dans notre galaxie en ce moment. Nous ne savons pas vers quoi ils sont orientés. Numéro 9. Les pulsars, ou la mort qui refuse de se taire. En juillet 1967, la doctorante Jocelyn Bell Burnell analysait des relevés radio au Muller Radio Astronomy Observatory de Cambridge quand elle a détecté quelque chose d'aberrant, un signal parfaitement régulier, répété toutes les 1,3 secondes avec une précision qui ne ressemblait à aucun phénomène naturel connu. Ses superviseurs ont brièvement baptisé la source LGM1 pour Little Green Man. Ce n'était pas une plaisanterie. Ils ne savaient vraiment pas quoi penser. La physique stellaire établissait un principe simple. Une étoile vit parce qu'elle brûle. Quand elle épuise son carburant nucléaire, elle se refroidit, se contracte et s'éteint. Voilà ce que la thermodynamique attendait. Un cadavre stellaire devait être silencieux, sombre, inerte. Rien dans les modèles de l'époque ne prévoyait qu'un objet mort pouvait émettre de l'énergie avec la régularité d'une horloge atomique. Ce que Bell Burnell avait trouvé, c'était un pulsar, une étoile à neutrons en rotation rapide émettant des faisceaux de radiation radio à chaque révolution. Le plus rapide connu à ce jour, PSRJ 1748-2446 AD, accomplit 716 rotations par seconde. Sa surface est soumise à des pressions de l'ordre de 10 puissance 11 pascal. La lumière elle-même est courbée au ras de la surface par l'intensité gravitationnelle. Ce n'est pas une étoile mourante. C'est quelque chose que nos catégories ne saisissent qu'à demi. La découverte a valu le prix Nobel de physique en 1974 à Anthony Hewish et Martin Ryle. Jocelyn Bell Burnell, qui avait fait l'observation initiale, n'a pas été incluse dans la récompense. La controverse autour de cette exclusion persiste encore aujourd'hui dans la communauté scientifique. Jocelyn Bell Burnell pensait avoir trouvé des extraterrestres. Elle avait en réalité trouvé quelque chose que la physique de l'époque jugeait impossible. Un cadavre stellaire plus énergétique que n'importe quelle étoile vivante, battant dans l'obscurité comme un cœur qui refuserait d'admettre que son corps est mort. Numéro 8. Les étoiles, plus vieilles que l'univers.
En 2001, une équipe d'astronomes dirigée par Roger Cairel à l'Observatoire de Paris a mesuré l'âge d'une étoile nommée CS31082-001 en analysant son contenu en thorium radioactif, une méthode appelée nucléocosmochronologie. Le résultat publié dans la revue Nature était 14,5 milliards d'années. L'âge de l'univers, selon les meilleures mesures cosmologiques disponibles, est de 13,8 milliards d'années. Cette étoile semblait plus vieille que le temps lui-même. La nucléocosmochronologie repose sur un principe solide. Le thorium-232 se désintègre avec une demi-vie de 14 milliards d'années. En mesurant le rapport entre le thorium résiduel et ses produits de désintégration, les astronomes peuvent estimer depuis combien de temps l'étoile s'est formée. C'est la même logique que la datation au carbone 14, mais appliquée à des échelles cosmiques. La méthode est rigoureuse. C'est le résultat qui était troublant. CS31082-001 n'était pas un cas isolé. L'étoile HD140 de suite 3, surnommée l'étoile de Mathusalem, a été estimée à environ 16 milliards d'années lors de sa première analyse détaillée en 2013 par Howard Bond et son équipe. Une fois encore, des révisions et des marges d'erreur ont partiellement atténué la contradiction, mais pas entièrement. Les barres d'incertitude se chevauchent avec l'âge de l'univers sans jamais la résoudre proprement. Ce problème confronte deux domaines de la physique qui devraient être en accord parfait. La cosmologie, qui mesure l'âge de l'univers via le fond diffus cosmologique, et l'astrophysique stellaire, qui date les étoiles via leur composition chimique. Quand ces deux disciplines se contredisent, cela signifie que l'une d'elles, au moins, est incomplète. Comment quelque chose peut-il sembler plus vieux que tout ce qui existe? La réponse la plus honnête que la physique actuelle puisse offrir est qu'elle ne sait pas encore. Et cette ignorance, dans un domaine aussi fondamental, est profondément déconcertante. Numéro 7. Le vide qui déborde d'énergie. En 1948, le physicien néerlandais Hendrik Casimir a publié une prédiction qui semblait absurde. Deux plaques métalliques parfaitement parallèles, placées à quelques nanomètres l'une de l'autre dans un vide absolu, devraient s'attirer spontanément, sans aucune source d'énergie externe. Le vide lui-même devrait exercer une force. Cette prédiction a été confirmée expérimentalement en 1997 par Steve Lamoureux, alors à l'Université de Washington, dans une mesure publiée dans Physical Review Letters. Le néant n'était pas vide. La physique quantique des champs établit que même dans le vide le plus parfait, des paires de particules virtuelles apparaissent et disparaissent en permanence, des fluctuations quantiques qui traversent l'existence en une fraction infime de seconde. Ces fluctuations constituent ce que les physiciens appellent l'énergie du vide. Leur existence est confirmée. Leur magnitude théorique est stupéfiante. Quand les physiciens calculent la densité d'énergie que ces fluctuations devraient générer, ils obtiennent une valeur de l'ordre de 10 puissance 113 joules par mètre cube. L'énergie sombre observée, qui constitue pourtant 68% du contenu de l'univers, correspond à environ 10 puissance moins 9 joules par mètre cube. L'écart entre ces deux chiffres est de 120 ordres de grandeur. C'est le désaccord le plus colossal entre une prédiction théorique et une mesure expérimentale de toute l'histoire de la physique. Si le vide contenait réellement l'énergie que la physique quantique prédit, l'univers n'existerait pas. Il aurait été déchiré dans un instant infinitésimal après le Big Bang. Quelque chose annule cette énergie avec une précision absolument parfaite. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. L'espace vide qui vous entoure en ce moment contient peut-être la plus grande réserve d'énergie jamais imaginée par la physique. Nous ne savons pas pourquoi elle ne nous détruit pas. Nous savons seulement qu'elle est là, silencieuse et inexpliquée, dans chaque centimètre cube du cosmos. Numéro 6. L'écho du Big Bang et ses anomalies impossibles. En 1964, les ingénieurs Arno Penzias et Robert Wilson
tenté d'éliminer un bruit parasite persistant de leur antenne radio au laboratoire Bell dans le New Jersey. Quoi qu'ils fassent, y compris nettoyer méticuleusement les fientes de pigeons accumulées sur le réflecteur, le bruit refusait de disparaître. Il venait de toutes les directions avec la même intensité. Il venait de détecter le rayonnement fossile, l'écho direct du Big Bang. La découverte leur a valu le prix Nobel de physique en 1978. Le rayonnement de fond cosmique, ou CMB, est la lumière la plus ancienne de l'univers, un instantané de ce que le cosmos était 380 000 ans après sa naissance, quand il était assez refroidi pour que les atomes se forment pour la première fois. Sa température est de 2,725 Kelvin, quasi uniforme dans toutes les directions. Cette uniformité était attendue. Elle confirmait les modèles cosmologiques standards. Pendant des décennies, le CMB a semblé parfaitement conforme aux prédictions. Puis les satellites WMAP en 2003 et Planck en 2013 ont regardé de plus près. Ils ont trouvé quelque chose que personne n'attendait. Les fluctuations de température du CMB présentaient un alignement inattendu, une direction préférentielle à l'échelle de l'univers entier. Les physiciens ont baptisé cette structure l'axe du mal, car son existence contredit le principe cosmologique fondamental selon lequel l'univers ne devrait avoir aucune direction privilégiée. Cet axe semble corrélé avec le plan de l'écliptique de notre propre système solaire, ce qui est, selon toute logique physique, impossible. Le CMB révèle également un point froide dans la constellation de l'Éridan, une zone de 0,00015 Kelvin plus froide que la moyenne, s'étendant sur quelques 300 millions d'années-lumière. Aucun modèle cosmologique standard ne prévoit cette structure à cette échelle. L'image la plus ancienne de l'univers est censée être le document le plus fiable de son histoire. Elle porte pourtant des marques que nous ne savons pas lire, des structures qui ne devraient pas exister dans un cosmos né sans direction ni préférence particulière. Numéro 5. Le paradoxe qui brise la physique aux portes des trous noirs. En 1974, Stephen Hawking a publié dans la revue Nature une démonstration mathématique qui a changé la physique théorique pour toujours. Les trous noirs ne sont pas noirs. Ils émettent un rayonnement subtil, aujourd'hui appelé rayonnement de Hawking, et ils s'évaporent lentement au fil du temps. C'était une percée extraordinaire, mais dans la même démonstration, Hawking avait planté, sans le savoir entièrement, une bombe conceptuelle dont les physiciens tentent encore de désamorcer les conséquences. La mécanique quantique repose sur un principe fondamental. L'information ne peut jamais être détruite. Chaque configuration d'une particule, chaque état quantique, doit être préservé quelque part sous une forme ou une autre. C'est une loi aussi solide que la conservation de l'énergie. La relativité générale d'Einstein, de son côté, décrit les trous noirs comme des régions dont rien ne peut s'échapper une fois l'horizon franchi. Ces deux théories sont les plus précisément vérifiées de l'histoire de la science, et à l'horizon d'un trou noir, elles se contredisent directement. En 2012, 4 physiciens, Ahmed Almaeri, Donald Marolf, Joseph Polchinski et James Sully, ont formalisé cette contradiction en un paradoxe qu'ils ont appelé le firewall. Si l'information est préservée par le rayonnement de Hawking, comme la mécanique quantique l'exige, alors quiconque traverserait l'horizon d'un trou noir rencontrerait un mur de radiation de haute énergie qui l'incinérerait instantanément. Mais la relativité générale prédit que le franchissement de l'horizon devrait être parfaitement doux, imperceptible. Les deux ne peuvent pas être vrais simultanément. Stephen Hawking lui-même a concédé en 2004, lors d'une conférence à Dublin, avoir eu tort sur la perte d'information, payant un pari à son collègue John Preskill. En 2022, des chercheurs de Google et du California Institute of Technology ont simulé le passage d'informations à travers un wormhole quantique, sans pour autant résoudre le paradoxe fondamental. Quelque part dans notre galaxie, des trous noirs s'évaporent lentement depuis des milliards d'années. Ce qu'ils font à l'information qu'ils ont engloutie
brise au moins l'une de nos deux théories les plus solides. Nous ne savons pas encore laquelle. Numéro 4. L'énergie qui gouverne l'univers et que personne ne comprend. En 1998, deux équipes de chercheurs travaillaient indépendamment à mesurer la vitesse d'expansion de l'univers en observant des supernovas de type 1A. L'une était dirigée par Saul Perlmutter au Lawrence Berkeley National Laboratory. L'autre était conduite par Brian Schmidt et Adam Rees. Les deux équipes attendaient de confirmer ce que la gravité semblait imposer, une expansion qui ralentissait. Ce qu'elles ont trouvé à la place a ébranlé les fondements de la cosmologie. L'expansion accélérée. Quelque chose poussait l'univers à se disperser avec une force croissante. Cette force invisible a été nommée énergie sombre. Elle représente aujourd'hui environ 68% du contenu total de l'univers selon les données de la collaboration Planck publiées en 2018. La matière ordinaire, tout ce que nous pouvons voir, toucher ou détecter, ne représente que 5% du cosmos. L'énergie sombre n'interagit ni avec la lumière ni avec la matière de manière détectable. Elle ne forme pas de structure, elle remplit l'espace de manière parfaitement uniforme, comme si elle était inhérente au tissu même de l'univers. La théorie dominante propose qu'elle soit l'énergie de l'espace vide lui-même, ce que les physiciens appellent la constante cosmologique. Mais comme nous l'avons vu précédemment, la prédiction théorique de cette énergie dépasse l'observation de 120 ordres de grandeur. En 2024, les premières données du Dark Energy Spectroscopic Instrument, ou DESI, ont suggéré que la densité de l'énergie sombre pourrait ne pas être constante dans le temps, remettant en question même la forme la plus simple de la théorie. La découverte a valu à Perlmutter, Schmidt et Rees le prix Nobel de physique en 2011. Elle n'a pas fourni d'explication. Si l'énergie sombre continue de dominer, les galaxies situées au-delà de notre groupe local accéléreront progressivement au-delà de notre horizon cosmique, devenant définitivement invisibles et inaccessibles. L'univers se rend lui-même vide à nos yeux, galaxie par galaxie, et nous regardons sans comprendre la force qui le conduit vers ce silence final. Numéro 3. La matière invisible qui tient tout en place. En 1933, l'astronome Fritz Zwicky calculait la masse de l'amas de galaxies de coma à partir de la vitesse de déplacement de ses membres. Le résultat était troublant. Les galaxies se déplaçaient bien trop vite pour être retenues par la masse visible de l'amas. Selon les lois de la gravitation, elles auraient dû s'échapper dans toutes les directions depuis des milliards d'années. Zwicky a conclu qu'il devait exister une immense quantité de matière invisible, qu'il a appelée dunkle Materie, matière sombre. Pendant 40 ans, personne ne l'a prise au sérieux. En 1970, l'astronome Vera Rubin et le physicien Kent Ford ont mesuré les courbes de rotation de galaxies spirales. Selon la physique newtonienne, les étoiles situées au bord d'une galaxie devraient orbiter plus lentement que celles proches du centre, exactement comme les planètes éloignées orbitent plus lentement autour du Soleil. Rubin et Ford ont trouvé l'opposé. Les vitesses restaient constantes jusqu'au bord, comme si une masse invisible enveloppait chaque galaxie dans un halo étendu. Leurs résultats ont été publiés en 1980 dans The Astrophysical Journal et ont confirmé ce que Zwicky avait entrevu 4 décennies plus tôt. La matière noire représente aujourd'hui environ 27% du contenu de l'univers. Sa masse totale dans la Voie lactée est estimée à environ 10 fois la masse de toute la matière visible. Pourtant, elle ne réfléchit pas la lumière, ne l'absorbe pas et n'en émet pas. Elle ne peut pas être détectée directement. Des expériences QTAB souterraines parmi les plus sensibles jamais construites, notamment LUX, Xenon 1T et PandaX, ont cherché pendant des décennies les particules candidates. Elles n'ont rien trouvé. Vera Rubin a consacré sa vie à cartographier quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Elle est décédée en 2016 sans jamais recevoir le prix Nobel, malgré des décennies de travaux qui ont transformé la cosmologie. La main invisible qu'elle avait identifiée nous enveloppe en ce moment,
retenant les étoiles en place, façonnant la structure de chaque galaxie que nous observons. Nous vivons baignés dans une substance qui constitue 27% de l'univers et que nous sommes totalement incapables de détecter directement. Ce n'est pas une lacune mineure, c'est une lacune au cœur même de notre compréhension de la réalité. Numéro 2. La flèche du temps et l'improbabilité vertigineuse de notre existence. Les lois fondamentales de la physique sont réversibles dans le temps. Les équations de Newton, d'Einstein et de la mécanique quantique fonctionnent aussi bien en avant qu'en arrière. Rien dans la physique fondamentale n'interdit que le temps s'écoule dans les deux sens. Et pourtant, le temps a une direction. Les œuvres cassées ne se reconstituent pas. Les personnes âgées ne rajeunissent pas. Les étoiles ne rassemblent pas leur lumière dispersée. Pourquoi le temps ne va-t-il que dans un sens, quand toutes nos équations lui permettraient d'aller dans les deux? La réponse conventionnelle invoque le deuxième principe de la thermodynamique. L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Le désordre croît. C'est pourquoi le passé diffère du futur, mais ce principe est statistique, pas fondamental. Il décrit ce qui est probable, pas ce qui est obligatoire, et il ne fait que déplacer le problème vers une question plus profonde, formulée par le mathématicien et physicien Roger Penrose dans son livre The Emperor's New Mind, publié en 1989. Penrose a calculé la probabilité que l'univers soit né dans un état d'entropie aussi basse que celui du Big Bang. Le résultat est une fraction dont le dénominateur est 10 puissance 10 puissance 123. Ce nombre est si vaste qu'il ne peut pas être écrit en entier, même si chaque atome de l'univers représentait un chiffre. Pour que le temps ait une direction, pour que la complexité, la vie et la pensée puissent émerger du chaos, l'univers devait commencer dans un état d'ordre extraordinaire, inimaginablement improbable selon ses propres lois. Le physicien Sean Carroll, du California Institute of Technology, propose que cette basse entropie initiale soit une conséquence de la position de notre univers dans un multivers plus vaste, un contexte cosmologique dont nous ne pouvons pas encore observer les contours. D'autres chercheurs suggèrent que nos théories de l'origine de l'univers sont tout simplement incomplètes. Les violations de symétrie temporelle détectées dans des expériences comme Babar et LHCb confirment que le temps n'est pas parfaitement symétrique au niveau quantique, mais ces violations sont infimes et ne suffisent pas à expliquer la flèche macroscopique que nous vivons chaque seconde. Chaque souvenir qui se forme, chaque être vivant qui vieillit, chaque instant qui s'écoule irréversiblement, tout cela n'existe que parce que l'univers est né dans un état d'ordre si improbable qu'aucune loi physique connue ne peut en rendre compte. La flèche du temps, la chose la plus fondamentale de notre expérience, repose sur un mystère que la physique ne sait pas encore résoudre, et ce mystère n'est que le prélude à la question la plus vertigineuse de toutes. Numéro 1. Le réglage fin des constantes physiques. Il existe dans la physique une poignée de nombres sans dimension, des constantes qui n'ont pas d'explication théorique, mais dont les valeurs précises déterminent la structure de tout ce qui existe. La constante de structure fine, notée alpha, vaut approximativement 1 sur 137. La force nucléaire forte a son intensité propre. La constante cosmologique a sa valeur particulière. Le rapport entre la masse du proton et celle de l'électron est de 1836 pour 1. Ces nombres ne découlent d'aucune équation. Aucune théorie ne prédit pourquoi ils valent ce qu'ils valent. Ils sont mesurés, consignés et laissés sans explication. En 1953, l'astrophysicien Fred Hoyle cherchait à comprendre comment les étoiles produisaient du carbone, l'élément indispensable à toute chimie de la vie. Ses calculs montraient que la production de carbone par fusion nucléaire dans les étoiles nécessitait l'existence d'un niveau d'énergie résonnant très précis dans le noyau de carbone 12, un niveau que personne n'avait encore détecté. Hoyle a prédit son existence non pas parce que la physique nucléaire le suggérait, mais parce que nous existions, et que si nous existions, la physique devait le permettre. Le niveau résonnant, aujourd'hui appelé niveau de Hoyle, a été confirmé expérimentalement peu après.
Si la constante de structure fine variait de 4% dans un sens ou dans l'autre, ce niveau ne serait plus possible. Les étoiles ne produiraient ni carbone ni oxygène. La chimie de la vie ne pourrait pas exister. Martin Rees, astronome royal de Grande-Bretagne, a formalisé ce constat dans son ouvrage Just Six Numbers, publié en 1999. 6 constantes fondamentales suffisent à déterminer si l'univers produit des atomes stables, des étoiles, des planètes et de la complexité, ou s'il s'effondre ou s'évapore dans le néant. Si la force nucléaire forte était 2% plus faible, les protons ne se lieraient pas. Si la constante cosmologique était légèrement plus dense, aucune galaxie ne se serait jamais formée. Si le rapport masse-proton-électron variait de quelques pourcents, la chimie deviendrait impossible. Ces constantes sont ajustées avec une précision que le langage mathématique ordinaire peine à exprimer. 3 réponses ont été proposées par les physiciens et les philosophes des sciences. La première invoque le principe anthropique. Nous ne pouvons observer que des valeurs compatibles avec notre existence, puisque des valeurs incompatibles n'auraient produit personne pour observer quoi que ce soit. La deuxième propose l'existence d'un multivers, une infinité d'univers avec des constantes différentes, dont le nôtre serait la version habitable, une idée développée notamment par Alan Guth et Leonard Susskind dans le cadre de la théorie de l'inflation éternelle. La troisième suggère une conception intentionnelle. Aucune de ces 3 réponses n'est empiriquement testable avec les outils que nous possédons aujourd'hui. Aucune ne constitue une explication au sens scientifique strict du terme. La probabilité que ces 6 constantes convergent vers des valeurs compatibles avec des étoiles, des atomes, de la chimie et de la conscience par simple hasard est si petite qu'elle écrase toute intuition mathématique. Et pourtant, vous êtes là. Vous existez dans un univers qui, selon ses propres lois de probabilité, n'aurait statistiquement pas dû pouvoir vous produire. La physique peut mesurer ces constantes avec une précision exquise. Elle ne peut pas vous dire pourquoi elles valent ce qu'elles valent. Elle ne peut pas vous dire pourquoi l'univers a choisi, parmi l'infinité des configurations possibles, précisément celles qui permettent à la matière de penser à elle-même. Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, clique sur la vidéo à l'écran maintenant.